Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, auteur de Paroles d'honneur, Lettres à la jeunesse. Bonjour, général de Villiers. Bonjour, monsieur. Alors, en général, parole d'honneur, effectivement, parole au pluriel, bien sûr, parce que il y a un honneur, mais il y a bien des paroles à appliquer. Alors, j'ai envie de commencer par vous dire, voilà, vous, depuis 5 ans que vous avez démissionné de votre rôle de chef d'état-major des armées, de votre poste, et vous tournez, vous faites des conférences, vous avez fait plusieurs livres, on vous a déjà reçu d'ailleurs à ce propos, et toujours avec plaisir, et vous dites que, ou dans les conférences, ou dans les rencontres, vous signez la France et puis d'autres pays, et vous dites... alors on vous pose la question, quel monde va-t-on laisser à notre jeunesse? Souvent vous entendez cela. Mais moi j'ai envie de vous dire, général, quelle jeunesse va-t-on laisser à notre monde? C'est ce que ce n'est pas ça, la question. Oui, peut-être, c'est ce qui m'a conduit précisément à m'adresser directement à la jeunesse au travers de ce livre Paroles d'honneur. Je crois que l'avenir du monde, c'est vieux comme le monde. C'est quand même notre jeunesse. Et l'avenir de la France, c'est notre jeunesse. C'est pour ça que j'y consacre une grande partie de mes activités. C'est vrai que l'armée est un monde de jeunes dans une société qui vieillit. Plus de 50% des soldats, marins, aviateurs ont moins de 30 ans. Et j'ai été habitué à cet univers jeune. J'ai constaté très vite qu'il me manquait. C'est pour ça que je suis axé complètement sur cette jeunesse. Je pense qu'elle attend qu'on lui parle vrai. C'est la devise de Sud Radio. Qu'on lui dise la vérité. En toute clarté, et ce livre, avec ses 45 lettres, c'est un face-à-face personnel avec chacun de ces jeunes, dans leur diversité et aussi dans leur richesse. Alors tout à fait, vous abordez toutes les notions, vous rappelez un certain nombre de choses, vous rappelez que c'est très bien d'avoir des droits, mais il y a aussi le devoir, qu'on marche sur deux jambes, il y a le droit et le devoir, il y a la liberté, mais il y a la responsabilité, vous parlez d'honneur, de fidélité, vous parlez d'autorité, les principes de précaution, vous abordez tous les thèmes, effectivement, qui nous occupent et qui nous taraudent et qui nous divisent. Mais en même temps, justement, on voit dans votre, je veux dire, le fil rouge, je dirais, de tout cela, c'est que justement, vous dites, il serait temps que. Mais pourquoi il y a en France tellement de divisions? Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui marchent, et heureusement, mais pourquoi justement rien n'est fait pour diminuer ce pessimisme, cette division, ce sentiment que nous sommes spectateurs, vous avez vu en Ukraine et pour le reste, que l'Europe, en général, la France en particulier, devient spectatrice, s'assoupit sur ses fauteuils et quitte même le théâtre. Pourquoi cela? Alors, j'ai toujours été frappé, quand j'étais chef d'état-major des armées, j'allais à l'étranger, j'étais reçu comme la 2e armée en opération au monde, la première en Europe, tapis rouge, et nous sommes admirés, respectés et craints par nos adversaires. Et quand je rentrais en France, je voyais un pays affaibli, presque dépressif, désuni, guidé par effectivement ces polémiques qui nous minent. Moi, je suis un homme d'unité parce que l'armée m'a fabriqué. Et vous savez, on ne choisit pas les recrues qui arrivent dans l'armée. J'ai connu une première partie de recrues qui étaient des appelés, puis maintenant des engagés. On les prend dans leurs caractéristiques, avec leurs atouts, avec leurs talents et aussi leurs défauts. Et on en fait une communauté vivante, capable d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour la France, pour des valeurs, pour la paix, pour quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça ma démarche, finalement. C'est une démarche d'unité en remettant au centre de nos préoccupations l'homme, la femme, la personne, parce que je suis très inquiet de cette déshumanisation qui d'ailleurs touche en premier les jeunes. Tout à fait. D'ailleurs, vous le dites vous-même, et justement, il est là le problème. Par exemple, vous avez eu un moment, vous parlez de fierté. Vous dites, nous n'avons pas besoin de Français qui rasent les murs et qui baissent la tête. Mais qu'est-ce qu'il y en a en ce moment? Oui, on fait repentance sur notre histoire. On culpabilise en permanence. Mais moi, je suis fier d'être français. J'ai été fier de commander ces hommes et ces femmes qui sont, pour certains d'entre eux, des héros, aujourd'hui, au quotidien, dans la discrétion, dans l'humilité. Donc, je ne comprends pas ce sentiment de culpabilité qui
parfois règne, en particulier au sein du périphérique parisien. Je crois que la fierté est légitime du moment qu'elle ne tombe pas dans l'orgueil, qui est, comme chacun sait, le principal ennemi de l'homme. Mais cette fierté, elle est attendue par les jeunes. Moi, tous les jeunes que je rencontre... Vous croyez vraiment? Oui, et elle est attendue pour vous. Oui, les jeunes que je rencontre, dans les cités, dans les zones rurales, dans les villes, dans les campagnes, partout, ils attendent qu'on les tire vers le haut. Auctoritas, l'autorité, augere, augmenter, tirer vers le haut. C'est le mouvement du bas vers le haut. Éduquer, c'est tirer vers le haut. Ils attendent qu'on leur parle avec clarté, avec vigueur, avec rigueur. Ils attendent de l'ordre. Je vous assure, moi je suis professeur à Sciences Po. J'ai encore eu hier soir une rencontre avec mes étudiants et ils me l'ont dit. Nous, ce qu'on apprécie avec vous, c'est que les choses sont claires. Voilà. Oui, mais justement, alors, avec vous, je suis sûr que les choses sont claires, mais vous parlez de ça, mais dans un certain nombre de territoires d'éducation, je ne parle pas des territoires perdus de la République, je parle dans l'éducation, je dirais même dans les médias, dans certains médias, je dirais dans la doxa, chez les élites, ce qu'on appelle les élites entre guillemets. Et c'est intéressant parce que tout ce dont vous parlez, justement, la fidélité, l'honneur, tout ce qui nous meut et qui doit nous tirer vers le haut, on a l'impression que c'est presque pour eux des mots, je ne dirais pas obscènes, mais des choses qui n'existent pas. Mais non, ne parlons pas de tout ça, tout va bien, pas de vagues. Vous savez, c'est ce qu'on entend du matin au soir. Alors, vous dites que les jeunes ont besoin d'autorité, mais qui leur donne l'autorité est juste. Je voudrais que vous commentiez, parce que c'est un mot qui m'a frappé dans votre livre, que je recommande et qui est vraiment... Vous dites ceci, mais pour moi c'est capital. Il reste à trouver des chefs qui donnent envie de les suivre. Où ils sont ces chefs? Oui, le chef, ou comme on dit aujourd'hui dans la société civile, le dirigeant, oui. C'est celui qu'on a envie de suivre parce qu'il a du charisme. Il a quelque chose dans le regard, dans la voix, dans la personnalité qui attire et qui donne confiance. Le mot confiance est central. La confiance, c'est le carburant de l'autorité. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de citoyens français, et en l'occurrence pour moi, les jeunes qui sont ma préoccupation, ils doutent de tout, ils n'ont plus confiance en quiconque. C'est la société de la défiance. On a creusé un fossé entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. C'est pas vrai que dans la politique, c'est aussi vrai dans les entreprises, dans les associations, dans les clubs de sport, partout. L'autorité ne va plus de soi. Il faut restaurer cette confiance et le charisme du leader, le charisme du chef, c'est une qualité essentielle. Alors pour avoir du charisme, il faut aussi avoir du courage. Parce que le courage, c'est une qualité, de mon point de vue, en voie de disparition. Il ne s'enseigne pas suffisamment. On ne naît pas courageux naturellement. On le devient dans l'armée, on le sait. On éduque au courage. On éduque au courage par l'effort physique. On éduque au courage par des cours d'exercice de l'autorité. Ça existe. On devrait, à mon avis, faire ça pour nos futurs dirigeants. Et puis, on éduque au courage tout simplement par l'expérience quotidienne au contact des autres. On est tourné vers les autres dans l'armée, complètement tourné. On sait qu'on ne vaut rien sur les autres. Dans l'éducation de nos dirigeants, on est trop souvent, à mon avis, tourné vers l'individu, vers le concours, être meilleur qu'eux, avoir le meilleur poste après ce poste-là. Je crois qu'il faut retrouver ce sens du collectif, ce sens de l'autre. On va en continuer à parler de ce sens du collectif, de ce sens de l'autre, après cette petite pause. À tout de suite avec le général Pierre de Villiers. Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a 240 ans, plus de 2 siècles, un certain Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Mais aujourd'hui, quelles seraient les idées neuves? Je vais vous citer les idées neuves. C'est honneur, c'est fidélité, c'est autorité, c'est courage.
Eh bien oui, en Europe, se sont redevenus, hélas, alors que c'était des idées répandues, eh ben on se demande où elles sont aujourd'hui. Et on en parle avec le général d'armée Pierre de Villiers, parole d'honneur, parole au pluriel, qui vient de paraître chez Fayard, où justement il parle de cela, il s'adresse à la jeunesse. En fait, il s'adresse à tout le monde. Hein. Vous savez, Janson disait, il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Alors, ne pas croire que c'est fini, jamais. Mais, général de Villiers, est-ce qu'au fond, vous parliez de l'armée, on parlait de tout cela, mais au fond déjà, franchement, et je sais pas pour aborder la politique, mais pourquoi en France, il n'y a-t-il plus de service militaire? Pourquoi n'y a-t-il plus un endroit, comme dans énormément de pays du monde, où on apprenait à être ensemble, à avoir le même uniforme, à apprendre un certain nombre de choses? Qu'est-ce qui fait que même, je pense que par exemple en Israël c'est 3 ans, je dis pas qu'il faut 3 ans, mais enfin pour 1 an, pourquoi ça n'existe plus, à votre avis? Alors moi j'ai bien connu les deux époques, avant la fin de la conscription et après avec l'armée de métier, 96, décision de Jacques Chirac. Et j'ai bien senti la lente dérive du creuset national qui peu à peu s'est abîmé au fil du temps, et on voit d'ailleurs dans les générations qui n'ont pas fait leur service national la différence, au-delà de la connaissance du milieu militaire, des armées, de la préoccupation de la défense, de la protection des Françaises et des Français, au-delà de ça, le simple fait de connaître les Français dans leur diversité territoriale, sociale, économique, culturelle. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que finalement, à l'expérience, il fallait professionnaliser les armées. Certes, c'était indispensable, mais il fallait simultanément maintenir un impôt pour que chaque Française et chaque Français se sente concerné et se sentent attirés, se sentent partie prenante de la nation. Alors, il fallait rendre ce service national égalitaire, garçon-fille, bien sûr, et universel, alors que on sait très bien que un bon paquet de Français arrivaient à être exemptés de service. Mais il fallait pas peut-être tout abandonner, en tout cas suspendre ce service. On a jeté le bébé nation presque avec l'eau du bain. Écoutez, en tout cas, on n'a pas trouvé de dispositif qui a remplacé ce service national pour ce sentiment d'appartenance. Et simultanément, évidemment, pendant ces années, on a vu arriver en France des migrations importantes qui font que ces populations ne se sentent pas vraiment français. Certaines, d'ailleurs, sont très hostiles à la France qui les accueille. Et ces fractures qui se sont creusées, fractures sociales, fractures culturelles, fractures géographiques, fractures intergénérationnelles, peut-être la plus importante, on n'en parle pas assez, eh bien, ces fractures nous sont apparues au milieu du visage ces dernières années. Le livre « L'archipel français » est absolument remarquable. Pour moi, c'est un tournant, parce que c'est écrit noir sur blanc et personne ne peut contester ce constat objectif que fait Jérôme Fourquet. Et on voit bien aujourd'hui combien, avec la guerre en Ukraine, l'importance du sentiment d'appartenance à une communauté nationale, à une patrie, la terre des pères, est décisive. Général, on ne parle plus de la France, on parle de l'Europe. Oui. On ne parle plus de la France. Je crois qu'on a oublié pendant toute une époque la France, mais je nuancerai. On reparle de la France. On reparle de la France. D'ailleurs, moi, quand je parle aux jeunes de la France, ils aiment ça. Ils aiment qu'on leur parle de la France. Ils aiment qu'on leur parle de la fierté française. Ils aiment qu'on leur écrive sur la patrie. J'ai écrit une lettre sur la patrie il y a encore quelques années. Vous le savez bien. J'aurais été traité de ringard, conservateur, passéiste, réactionnaire. Enfin, vous connaissez le vocabulaire. Pas du tout. Aujourd'hui, la patrie, c'est une notion moderne. Regardez les Français par rapport à l'équipe de France. Regardez cet élan qu'il y a pour soutenir nos 3 couleurs, pour soutenir nos joueurs, pour soutenir la France. Donc je crois qu'il y a un retour du fait national, comme par
un anticorps qui réapparaît dans la communauté nationale. C'est vrai, mais demeurent toujours les territoires perdus de la République, et ceux-là, ils ne sont pas reconquis, loin de là, ils sont conquis autrement. Demeurent aussi, effectivement, des gens qui disent, oui, c'est très bien le moment du football, mais enfin, le reste du temps, je suis pas la France. Mais en même temps, et vous en parlez, moi, je suis très frappé par un symbole dont personne ne parle, la Légion étrangère. Cameron. Cameron, voilà la diversité de gens étrangers qui, vous le dites, on le rappelle, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est-à-dire que voilà un exemple dont personne ne parle, évidemment, ça rentre pas dans le doxa et dans le politiquement correct. Mais voilà des gens venus de toutes parts qui se battent pour la France. Oui. L'armée n'est pas un modèle transposable. La Légion étrangère n'est pas un modèle transposable. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire qui montre que c'est possible. C'est possible à partir de personnalités très différentes, de faire un tout cohérent au service du bien commun, au service de la France. Et moi, je pense que ce que l'on fait dans l'armée, ce que l'on fait dans la Légion, c'est possible de l'étendre à la société. Mais avons-nous le choix ? Pouvons-nous continuer à laisser ces territoires perdus de la République, à laisser ces jeunes dans le fossé, pour certains extrêmement agressifs vis-à-vis du pays qui les accueille? On n'a pas le choix. Je crois qu'il faut se retrousser les manches. Les plaintes soulagent, mais ne construisent rien de durable. J'ai cette phrase dans le livre parce que c'est mon sentiment. On n'a pas le choix. On peut de temps en temps se désespérer. On peut douter. Mais il y a un moment où l'action doit l'emporter et l'espérance sera plus forte. Vous parlez du désespoir surmonté. Exactement. L'optimisme, c'est le désespoir surmonté. C'était la définition de Bernanos. J'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour Bernanos, qui est un grand auteur. Il parle beaucoup de l'espérance. Et il en parle de manière pragmatique. Le pessimisme de la volonté et l'optimisme de l'intelligence. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Pessimisme de l'intelligence, pardon, et optimisme de la volonté. C'est bien ça. On se retrouve avec Pierre de Villiers tout de suite après ceci. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et le général Pierre de Villiers. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Parole d'honneur. Il serait temps de rappeler que l'honneur n'est pas une idée inédite en Europe, même si on l'a mis entre parenthèses pendant quelque temps. Le général d'armée Pierre de Villiers, il vient de paraître chez Fayard. Alors, général de Villiers, justement, vous circulez beaucoup à l'occasion de vos livres, celui-là et puis les précédents. Mais d'abord une question. Vous n'avez jamais voulu, après votre démission du 19 juillet 2017, je rappelle un peu plus de 5 ans, vous n'avez jamais voulu entrer en politique. Après, je ne dis pas vous présenter comme candidat, etc. Je sais qu'il y a eu des appels venus, monter jusqu'à vous, mais au fond, on s'est dit, voilà, et je pense aussi de ce livre, vous dites, voilà, il y a ça, voilà les repères, voilà les exigences, voilà ce qui est incontournable. Et pourquoi vous n'avez pas envie de prêcher par l'exemple, puisque vous êtes un exemple? Parce que j'ai choisi, il y a 5 ans, comme nouvelle mission, un militaire, il lui faut une mission. J'ai choisi ma mission qui est de transmettre ce que j'ai accumulé comme expérience pendant mes 43 années dans l'armée, au service de la France, et de transmettre dans 2 directions principales. D'abord la jeunesse, toute la jeunesse dans sa diversité, et ensuite les entreprises, toutes les entreprises, des PME jusqu'au CAC 40. Et je me tiens à cette mission. Je crois que je ne suis pas appelé au sens de la vocation, vocatus, être appelé à la politique nationale. Je suis appelé à cette transmission dans les domaines que je connais bien. Comment peut-on guider, comment peut-on commander, diriger, le leadership, le management, la transformation d'organisation, la gestion des crises. Dieu sait si nous avons des crises à gérer aujourd'hui. Certes. En particulier au contact de la jeunesse. Et je continuerai cette mission. Je n'ai pas pour volonté, je n'ai pas pour talent de faire de la politique. Et heureusement qu'on peut servir son pays en dehors de la politique. Heureusement qu'il y a
plein de serviteurs français, je les rencontre, des pépites extraordinaires, très talentueuses, qui ne sont pas dans la politique. Mais ils ne sont pas dans la politique, et vous disiez à l'antenne, avant qu'on reprenne l'antenne, vous disiez je rencontre beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique locale, en tout cas à l'administration locale, mais qui ne veulent surtout pas faire de politique nationale. Mais ça nous ramène à la question que je vous ai posée tout à l'heure, où sont les chefs, et que vous vous posez vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, écoutez, avec tout ce qui se passe, avec le Russie-Ukraine, les lendemains du Covid et les gestions du Covid, l'extraordinaire basculement du monde entre d'un côté l'Occident et de l'autre côté les BRICS, la Chine, l'Inde, etc. Enfin, c'est géopolitique mondiale. Ce changement total, le woke, la cancel culture, vous en parlez, le sociétal et le social. Devant tout ça et cette accumulation incroyable d'informations, vous dites vous-même, hein, nous avons la montre, ils ont le temps, mais ce n'est plus nous qui ont... Comment ne pas avoir, comment faire sans des hommes et des femmes qui nous montrent la voie, qui nous montrent le chemin? Eh bien, précisément, c'est ce que j'écris dans mes livres. Qu'est-ce qu'un chef? Servir, parole d'honneur. J'essaie d'avoir une voix un peu singulière dans ce langage un peu de mode, avec des mots qui perdent leur sens, de façon à retrouver le sens des mots. Et petit à petit, en investissant sur les jeunes en particulier, recréer cette envie de prendre des responsabilités et pas simplement cette envie d'accéder au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que finalement, c'est pas simplement en France, nos démocraties européennes sont en crise. On le voit par l'abstention, on le voit par les votes de protestation, mais sont en crise parce que on recherche le pouvoir et pas toujours la responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord le service des autres. Toute autorité est un service. Et j'essaie, modestement, avec mes écrits, avec mon expérience, avec les conseils que j'essaie de prodiguer, de contribuer à la formation des futures élites de la nation, des futurs dirigeants, pour leur inculquer cette valeur qui consiste à servir les autres, à servir le bien commun avant de se servir. Ce n'est pas un travail d'Hercule ou un travail de Sisyphe? Est-ce qu'on y arrive? Je veux dire, vous n'avez pas l'impression que vous hissez le rocher et que le rocher retombe après? Pierre de Villiers. Moi, je suis de passage sur cette terre et comme je continuerai à servir, chacun à sa mesure. Ouais. Mais si on considère que on est une petite goutte d'eau et que ça ne sert à rien, à ce moment-là, on ne fait rien. Et je resterai en Vendée tranquillement à vivre une retraite heureuse. Mais en réalité, Mère Teresa a raison, c'est les gouttes d'eau qui font les rivières. Je crois à ça. Et je vois bien, vous savez, j'étais à Haguenau hier dans le Bas-Rhin, il y avait des centaines de personnes pour m'écouter. J'ai vu des gens qui ont fait la queue pendant plus d'1 heure pour avoir une dédicace dans mon livre. Quand on suscite une espérance, quand on suscite un intérêt, c'est déjà formidable. Et toute génération confondue. Moi, je crois que cette voie singulière du retour à des mots qui ont un sens, elle est attendue par une grande majorité de Français, beaucoup plus qu'on ne le croit dans l'infra-périphérique. Instinct, imagination, courage, fraternité, détermination, fidélité, honneur. Tels sont parmi les mots auxquels vous avez consacré les mots. Et c'est beaucoup plus que des mots auxquels vous avez consacré des lettres justement dans ce livre. Est-ce qu'aujourd'hui, un chef, parler autrement, que ce soit en politique ou ailleurs ou en entreprise, ça se crée, ça arrive de soi-même au moment où il faut, ça se suscite parce qu'on sent très bien cette espèce de... On se sent, enfin beaucoup de gens se sentent orphelins de cap, je ne dis même pas de chef, de direction, de où on va. On ne sait même pas où on va, c'est la politique du doigt mouillé. Donc... Comment jugez-vous le tableau aujourd'hui, le tableau français pour ne parler que de la France? Oui, on manque de vision, on manque de stratégie, on est dans la tactique, on est dans la question comment, des moyens, et on est rarement dans la question quoi, pourquoi, où va-t-on, où veut-on aller? Comment peut-on emmener des gens loin, vite, fort, avec passion, si on n'a pas le cap, l'endroit où on veut les emmener? C'est vraiment la difficulté. Alors, pour répondre à votre question, on ne naît pas chef, on le devient, mais il y a des gens qui ont plus
de talent au départ à la naissance que d'autres. Mais être chef, être dirigeant, guider, ça s'apprend, et ça s'apprend par une pédagogie. Vous voyez, dans l'armée, quand je suis entré à Saint-Cyr, oui, on m'a appris la pédagogie, le sens du commandement. Le sens des autres. Le sens des autres, oui. Le sens de se dépasser soi-même, le sens de vaincre ses craintes, ses doutes, sa peur, d'abord par de l'effort physique, bien sûr. Quand ça rentre par les pieds, ça reste plus longtemps dans le cerveau. À mon avis, dans nos grandes écoles, on devrait restaurer, évidemment, l'effort physique, l'équilibre physique et intellectuel. On est trop dans l'intellectuel. Puis je l'ai appris par l'amour des autres. On est trop dans l'intellectuel et pas assez dans le cœur. Je l'ai appris par une capacité de ressourcement individuel, par le silence, par le regard face à soi-même. Aujourd'hui, on est trop dans l'agitation, dans le bruit. Tout ça, ça s'apprend. Oui. Tout ça, ça s'apprend. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance que l'armée m'a façonné. Je ne cherche pas à façonner la société civile comme on façonne l'armée. Je dis qu'il faut prendre les recettes, les leçons, où elles sont, et peut-être les valeurs qui font que l'institution militaire tient debout aujourd'hui, à garder sa colonne vertébrale, et que, finalement, à l'époque où je suis rentré à Saint-Cyr, l'armée était un repoussoir, il est interdit d'interdire, on était dans la période post-68. Et aujourd'hui, l'armée devient un modèle. On consulte les militaires partout. Vous avez vu les résultats du dernier sondage, 85% de Français ont de l'estime, de l'admiration pour les militaires. Donc, la mode, c'est ce qui se démode. Aujourd'hui, l'armée redevient la mode et je m'en réjouis. Ces mots que vous avez égrenés, il y en a 45. Mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'ils attirent les Français et que les Français veulent savoir ce qu'il y a derrière les mots. Donc effectivement, parlons-en, on en parle ici à la radio, on en parle, vous en parlez dans votre livre, effectivement, n'oublions pas l'essentiel, on le dit souvent ici. On va maintenant peut-être parler avec nos auditeurs, vous allez parler à nos auditeurs, Pierre de Villiers. Lucien ? Oui, chers auditeurs, c'est votre moment. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour dialoguer avec le général Pierre de Villiers. Et on accueille tout de suite Jean-Claude d'Olesson. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Monsieur Berkov, bonjour, félicitations. Mon général, mes respects. Bonjour, bonjour Jean-Claude. J'ai un certain âge, j'ai eu la chance, de faire mon service militaire au 15-2 dans les Diables Rouges. Et service militaire de 12 mois qui m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur le plan, je dirais, collectif, valeurs, vous en parlez, et moi, je vous ai entendu. Vous êtes effectivement un peu préoccupé, même peut-être beaucoup, je dirais, par la jeunesse et par les jeunes. Moi, vous savez, j'ai mes petits-enfants, ils sont rentrés comme jeunes sapeurs-pompiers, ils sont mineurs. Et ils ont fait leur première prise d'armes le 11 novembre. Je peux vous dire, et ce sont des jeunes qui étaient... J'ai vu quelque chose dans leur... Et ils le vivent, ils apprennent. Ils ont une formation le mercredi soir et le samedi matin. Moi, je voulais vous poser la question, mon général, parce que vous êtes quand même quelqu'un de... Franchement, faut vous écouter. Est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions, le service militaire, ça semble impossible d'y revenir dans les situations actuelles, mais ne pensez-vous pas qu'à côté de l'école, ou parallèlement, ou peut-être, avec l'école, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pour la jeunesse, je dirais, une organisation qui fasse qu'effectivement, on redonne des valeurs à nos jeunes. Alors, c'est pas 3 jours ou c'est pas 4 jours dans l'année, ça sert à rien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place quelque chose, alors je dirais que ça pourrait être en continuité sur une année, qui fasse que ces jeunes-là, ils apprennent à vivre en collectivité. Et comme vous dites, on ne pense pas uniquement à soi en premier, mais ensemble on est fort. Et tout seul, on est faible. Et il y a des valeurs, il y a des devoirs. Merci voilà. Jean-Claude. Justement, alors Pierre de Villiers, je crois, oui, il est attendu, voilà, un auditeur et il y a beaucoup d'autres qui pensent là. Pourquoi on ne recrée pas quelque chose? Peut-être pas ce qui existait, mais autre chose. Alors Jean-Claude, je partage votre préoccupation. Je partage aussi votre optimisme. Il y a des tas d'endroits où on voit que nos jeunes aspirent de nouveau à cette formation à des valeurs. Les pompiers, c'est magnifique ce que font les pompiers, évidemment. Et donc,
je crois qu'on n'échappera pas de toute manière à remettre un système en place qui recrée de l'appartenance à ce creuset national, qui réexplique à nos jeunes qu'on a des droits dans une démocratie comme la France, mais on a aussi des devoirs de respecter la loi, de respecter les autres. Bonjour, s'il vous plaît, merci, pardon, tout ça, ça doit se réapprendre. Alors après, j'ai quand même, au-delà de ce dispositif qui reste à inventer, ça peut être le service national universel annoncé par le président, mais il a été annoncé il y a plus de 5 ans et pour le moment, ça ne débouche pas parce que ça ne sera pas facile, évidemment, notamment dans la partie de l'encadrement pour encadrer 800 000 jeunes, dont 100 000 ne répondent à aucun dispositif social ou éducatif. Mais moi, je crois qu'il faut aussi se poser la question sur le rôle de notre État, en particulier l'éducation nationale. Je crois que on a des gens très dévoués dans l'éducation nationale, des professeurs, mais le dialogue parents, professeurs, élèves pourrait être largement amélioré pour justement ces fondamentaux de l'éducation et ensuite réinculquer ces fondamentaux aussi lors du passage de nos enfants à l'école. En tout cas, moi j'ai 4 petits-enfants et c'est ce que je leur souhaite, qu'ils puissent à l'école entendre le même discours que celui des parents où on apprend à servir les autres, on apprend que... Ce n'est pas le cas aujourd'hui, cher général. Oui, mais c'est pour ça que je le dis, je crois qu'on peut s'améliorer. Juste un mot, Jean-Claude disait, oui, c'est pas possible, de service militaire, tout ça, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a des dizaines de milliards qu'on dépense, qui est l'argent de contribuables, que l'État dépense à un certain nombre de choses. Je vais pas citer des conseils, des associations, certaines très désirables, d'autres parfaitement inutiles. On sait très bien qu'il y a des milliards d'argent gaspillés, je ne parle pas de l'assurance sociale, je parle pas du reste. Pourquoi on ne trouverait pas l'argent en faisant une meilleure gestion pour justement cette appartenance, retrouver cette appartenance? Oui, alors il y a les moyens. C'est pas vrai qu'il n'y a pas les moyens. Ce dispositif qui reste à inventer, il a 3 difficultés à surmonter. La première, vous l'avez évoqué, c'est la difficulté budgétaire. Quand on voit que plusieurs centaines de milliards d'euros ont été dépensés dans le quoi qu'il en coûte, d'ailleurs avec un préavis très rapide, une très bonne réactivité. Quand on voit le bouclier carburant, plusieurs dizaines de milliards d'euros, je pense que c'est surmontable. En tout cas, il faut avoir un raisonnement économique, vous avez complètement raison. Ce que l'on économisera d'un côté, on peut l'investir de l'autre. La deuxième difficulté, c'est l'infrastructure, parce que si c'est pour faire une semaine, 10 jours, 15 jours, ça ne suffit pas. Il faut des infrastructures qui permettent de loger 800 000 jeunes ensemble en internat, parce que sinon, ça ne sera pas un creuset national. C'est pas facile. Et la troisième difficulté, qui est la vraie difficulté, c'est l'encadrement, parce que un certain nombre de jeunes en situation difficile sont à encadrer de manière très ferme. Et nous savons de quoi nous parlons dans l'armée, puisque nous avons un taux d'encadrement qui est adapté à ce type de jeunes. Quel encadrement? L'armée n'a absolument pas la possibilité de participer d'une quelconque manière. Peut évidemment donner des savoir-faire, peut-être si on augmente les réservistes, etc. Mais ça ne peut pas être les militaires. Donc il y a ce sujet de l'encadrement qui est sujet majeur, à mon avis. Après, aucun obstacle est insurmontable dès lors qu'il y a une volonté, dès lors qu'il y a un courage. Mais il faudra beaucoup de courage. C'est pourtant un combat qui le mérite. C'est un combat existentiel pour notre communauté nationale. Tout à fait. Et là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Chers auditeurs, c'est votre moment. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interroger le général Pierre de Villiers. Et tout de suite après la pub, on reçoit Mathieu de Tarbes. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Lucien, alors. Oui, c'est votre moment, chers auditeurs. On accueille tout de suite Mathieu de Tarbes. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. André, bonjour mon général. Tout d'abord, je voudrais vous remercier André pour tout ce que vous faites. Et je pense que si on se sort de ce merdier un jour, il faudra qu'on vous fasse une statue. Alors je sais pas sur un cheval ou pas, mais on verra à ce moment-là si le wok ne me. On en reparlera. Voilà. On en reparlera. Merci Mathieu. J'ai une petite question à poser au général et j'aurais aimé l'étayer avec
Une anecdote, ça n'est pas vraiment une. Voilà, donc j'ai été très concerné, moi, en juillet 2031, par le discours à l'Assemblée nationale et le vote de la loi sur le pass sanitaire. Juillet 2021, c'est ça. Tout à fait, voilà. Ouais. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai vu que cette loi avait été rejetée. Je m'en étais réjoui en me disant qu'on avait un contre-pouvoir avec l'Assemblée. Puis, en catimini, à 5 h du matin, elle a été revotée. Et un député MoDem est sorti... tout guerroyant, en nous expliquant qu'il avait remporté une victoire par la réouverture des boîtes de nuit. Voilà. Et ce jour-là, j'ai compris que ça allait être très compliqué en France. Et la question qui en découle, c'est, j'aimerais demander au général, parce que je pense qu'il connaît bien ce pays, son tissu, est-ce qu'on a des gens un peu loyaux et un peu intelligents dans ce pays, et à partir de quel moment on va les entendre? Voilà. J'écoute l'émission avec attention, je vois que il est très concerné par les problèmes avec la jeunesse, avec l'intégration, je comprends tout ça, mais je pense que ça, c'est les symptômes d'une cause plus profonde. Et je pense que dans le fond, on a vraiment un problème de loyauté envers la nation dans ce pays. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens, Pierre de Villiers, des gens loyaux, des gens décidés, des gens déterminés? Est-ce que vous en avez rencontré? Alors, moi, demande Mathieu. Depuis 5 ans, je sillonne la France. J'ai fait 2 Tours de France. J'attaque mon 3e Tour de France. J'étais à Haguenau hier, je vous le disais. Donc, je rencontre plein de pépites d'espérance. Le génie français, moi j'y crois. Il existe en France. La seule chose que nous avons, c'est que, comme d'ailleurs dans beaucoup de démocraties européennes, beaucoup de ces gens-là ne veulent plus faire de la politique parce qu'ils sont découragés par la politique. Ce sont des gens loyaux, des gens honnêtes, des gens qui payent leurs impôts, qui font leur boulot, qui croient en la France, des patriotes. Et croyez-moi, il y en a plus qu'on ne le croit. Et moi, je ne suis pas du tout désespéré sur ce plan. En revanche, c'est vrai que le fossé s'est creusé entre ceux qui dirigent et ces citoyens. Il y a une défiance qui s'est instaurée. On a perdu la confiance, qui est pourtant le ciment de l'autorité, je le disais. Et il faut retisser cette confiance. Alors, comment le faire? Ben moi, mon raisonnement est simple. J'investis sur la jeunesse. Je pense que c'est là que ça se passe pour pouvoir... finalement former, reformer des citoyens français qui aiment leur pays, qui aiment leur patrie, qui en sont fiers, qui sont ouverts sur les autres et qui ont envie de participer à l'unité française en gardant la foi, la petite flamme au fond des yeux. Voilà donc, mon raisonnement. Pour vous, ils existent. Voilà mon raisonnement. Il faut investir sur l'avenir et sur cette jeunesse. Et ils existent. Moi, j'en rencontre des jeunes partout, dans tous les milieux, dans tous les territoires. Et c'est pour ça que je garde l'espérance. Je ne dis pas que nous allons vers des temps faciles. Nous allons probablement vers des crises multiples. Elles sont simultanées. Et en plus, pour l'essentiel, elles sont mondiales. Mais je crois au génie français. La France a traversé des périodes dans l'histoire encore plus difficile que celle que nous vivons. Et surtout, je crois que dans la génération des 20-30 ans, certains se lèveront au moment opportun parce qu'ils sont convaincus de tout ce que je viens de vous décrire. Voilà. J'essaie d'avoir des propos pleins d'optimisme, même si je suis pragmatique et réaliste. Il en faut. Dernière question, peut-être d'un auditeur. Oui, maintenant c'est au tour de Julie de Bruges. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour mon général et monsieur Berkoff. On vous écoute Julie. Écoutez, j'écoute avec passionnément le général. Je vais à lui dire tout simplement que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant. Faut pas parler du futur, ça va être trop tard. Je crois que c'est le moment, c'est l'homme idéal avec toutes ses valeurs pour gouverner ce pays. Et je pense, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un homme humain. Enfin,
Il a tout pour, et je crois que c'est le moment, là, on ne peut plus attendre davantage. Qu'en pense-t-il? Alors Pierre de Villiers, là, c'est un appel direct de Julie, et je sais que c'est pas le seul, mais au-delà de ça, vous voyez, non, elle pose une vraie question. Vous dites oui, effectivement, la jeunesse, mais est-ce qu'il est pas minuit, docteur de Villiers? Comme on disait, il est minuit, docteur Schweitzer. Est-ce qu'il n'est pas plus tard que tu ne penses, comme disait Gilbert Cesbron? Alors moi, j'ai déjà répondu de nombreuses fois à cette question. Je suis très sensible et je vous remercie de votre confiance, de votre estime. Je préfère ça que l'inverse. Mais je suis respectueux des lois de la République. Et il y a eu des élections, elles ont eu lieu. Je contribue à ma façon, dans la légalité et avec la chance que nous avons dans ce pays de pouvoir exprimer son opinion, d'agir auprès de tous les Français, partout, dans tout le territoire. Je me déplace, j'ai une activité de quadragénaire, en dépit de mon expérience, et donc je continuerai jusqu'à mon dernier souffle, parce que comme vous, madame, je crois en la France et je crois que la situation est difficile aujourd'hui, et en plus inquiétante dans le monde entier. Maintenant, je continuerai ma mission de transmettre ce que j'ai appris, et puis la Providence fera le reste. Eh bien, écoutez, on en accepte l'augure, et je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'est jamais mauvais et il n'est jamais inutile de nous rappeler les mots de la tribu. Vous savez, certains disaient qu'il faut mettre un bonnet rouge au dictionnaire. Vous contribuez à mettre, Pierre de Villiers, un bonnet bleu, blanc, rouge aux mots du dictionnaire, et je crois que ce n'est pas inutile, loin s'en faut. Oui, c'est ce que nous partageons ensemble, cette conviction du rôle de la France dans le monde. Merci beaucoup Pierre de Villiers d'avoir été avec nous, auteur de Parole d'honneur, Lettres à la jeunesse, édition Fayard. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaie.